Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, chers amis, avec S, avec IES, toutes et tous, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez voir cette vidéo. J'ai décidé en fait, là, il y a quelques minutes, de faire cette vidéo. Ce matin, j'ai acheté le Figaro, comme assez souvent quand je veux me renseigner sur les renseignements. Et j'avoue que je n'ai pas été du tout content de ce titre du journal Le Figaro, Iqiyoussen, cet imam qui défie la France. Il n'y a aucun défi pour la France, il n'y a aucun défi pour la République, il n'y a aucun pied de nez, rien du tout. Il faudrait juste avoir une certaine ouverture d'esprit, il faudrait juste avoir un petit peu de, je dirais, de bienveillance et un petit peu moins de mauvaise foi et essayer de comprendre pour saisir pour quelle raison Hassan Iqiyoussen, l'imam, le prédicateur, le conférencier, s'est dérobé. J'utilise bien le terme dérobé, hein, donc de suite à la décision du Conseil d'État. Hassan Iqiyoussen, ça fait 58 ans. Il n'a jamais vécu ailleurs qu'en France pendant 58 ans. Hassan Iqiyoussen, comme il le dit lui-même, c'est un Français. Il n'est pas marocain, il n'a jamais vécu au Maroc. Il a juste le papier Maroc. Il est français dans son éducation, dans sa culture, dans sa formation, dans son éducation. Il le dit lui-même. Donc il ne faut pas chercher midi à 14 heures, marocain, pas marocain, etc. Et les Français. Sauf que le papier, la nationalité lui a été refusée à 2 reprises. Il le dit lui-même, c'est son père, à quelques mois de sa majorité, qu'il a décidé de s'en passer de la nationalité française. Quant à lui, il l'a demandé 3 fois. Il l'a demandé en 84, à ses 20 ans. Il l'a demandé en 99, comme il le dit lui-même. Et ça lui a été refusé. Bref, ce n'est pas de cela dont je voulais parler, mais il y a quelques dizaines de minutes, sur sa page Facebook, ceux qui gèrent cette page Facebook ont expliqué pourquoi Hassan Iqiyoussen a disparu. A disparu des regards de qui d'abord? Des caméras. Tout d'abord, il ne s'est pas comporté en délinquant en se dérobant, mais c'est une question de dignité, c'est une question d'honneur. Il ne voulait pas se laisser prendre comme un gibier, il ne voulait pas se laisser prendre comme un trophée de guerre et exhiber devant les caméras. Et Dieu sait que ça aurait été le cas malheureusement, que toutes les caméras donc se seraient données à cœur joie de le filmer sous tous les angles, cet homme-là, qui n'est pas un délinquant à ce que je sais et je constate. Et d'ailleurs, il n'a jamais été condamné. Et je viens de lire dans le Figaro d'aujourd'hui que ce qui a été retenu contre lui, c'est des propos antisémites et qui n'a pas condamné de façon assez convaincante ou bien suffisante. Donc pour le Conseil d'État, il ne les a condamnés que du bout des lèvres et sous la pression de ce que ça a fait comme bruit à l'époque, il y a de cela donc 18 ans. D'accord, mais on revient quand même sur le sujet. Et apparemment, on lui prête aussi qu'il traite les femmes comme étant des êtres inférieurs aux hommes. Je ne sais pas lesquels propos, d'ailleurs, je mets au défi quiconque de nous dire, de nous citer ces propos-là, à quel moment il les a dit, dans quelle conférence, etc. On parle, c'est un peu comme l'Arlésienne, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Donc les propos qui sont prêtés à Hassan Iqiyoussen, on les entend ici et là, tout le monde les dit, même Rachida Dati, qui pourtant était un moment ministre de la Justice, donc Dieu sait, et elle est de formation juriste aussi, et elle est avocate.
qui de plus parle des propos de Hassan et Hussein, mais on est convaincu qu'on ne les a pas lus non plus, et elle ne les connaît pas non plus, puisqu'elle parle de façon vague seulement comme cela. Donc c'est dommage, encore une fois, pour terminer ce point. Hassan Hussein ne s'est pas comporté en délinquant, il ne s'est pas porté comme quelqu'un qui ne respecte pas la loi, bien au contraire, il s'est fait appliquer la loi en quelque sorte. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure sur sa page Facebook. Donc il est expulsé de France, il s'est expulsé lui-même. Au lieu d'attendre que la police vienne et l'arrête et l'exhibe à toutes les caméras, donc il s'est fait expulser, lui-même il est parti. On ferme le dossier, on n'en parle plus. Et il y aura, je l'espère, les référés qui seront déposés sur le fond, et sur le fond, on saura quels sont les propos au juste qui lui sont reprochés, qui lui sont imputés, et quelle est sa réponse à lui, pas à lui puisqu'il ne sera pas là, mais à son avocat sur ces propos-là, et c'est l'examen de l'affaire sur le fond. J'espère qu'elle aura lieu qu'on soit une bonne fois pour toutes arrêté sur ce dossier-là, parce qu'on parle, on lui prête des mots, on lui prête des idées, mais visiblement, personne ne nous les a montrés, ni dans quel support. Est-ce que c'est dans une vidéo? Est-ce que c'est dans une conférence? Est-ce que c'est dans un prêche du vendredi? Est-ce que c'est lors d'une intervention au Bourget ou quelque part? On n'en sait rien. Bon, bref. Cette affaire, au fin de compte, parce que quand je lis ici imam, et donc l'ironie de l'histoire ou bien coïncidence, il y a cette condamnation à 4 mois de sursis, d'emprisonnement par sursis de l'imam, d'un imam de Toulouse, en l'occurrence Mohamed Tataï. Mohamed Tataï est en France depuis 1985. Donc ça fait combien? Ça fait 37 ans qu'il est en France. C'est dommage. Et c'est un peu toujours ce que je regrette, que ces imams-là, qui viennent d'Algérie, en l'occurrence lui, et n'apprennent pas la langue pour exprimer leur prêche dans la langue, et comme ça ne laissent pas d'occasion pour ceux qui traduisent, pour qu'ils traduisent de façon malveillante, de façon tendancieuse, et aussi le mettre dans leur bouche ce qu'ils ils n'ont pas dit. Ça lui arrive à lui. En l'occurrence, il a cité un hadith qui parle de la fin des temps, je parle de l'imam Tataï, et qu'il y aura une grande bataille entre les juifs et les musulmans. Donc, le prophète parle d'une bataille qui aura lieu à la fin des temps. Il ne dit pas, c'est pas une incitation, c'est pas une exhortation, c'est pas un commandement qui est formulé à l'égard des musulmans de provoquer cette guerre ou cette bataille. Il a dit seulement cette bataille arrivera à la fin des temps. Et le hadith, il est dans le Bukhari Muslim, et le hadith, il est très célèbre et connu. Donc l'imam, il a cité ce hadith, c'est pour ça qu'il lui-même, il n'accepte pas la partie adverse, en l'occurrence la fondation Ben Gourion qui l'attaque, sont satisfaits de cette condamnation, mais lui n'est pas satisfait, son avocat va faire un pourvoi en cassation. Parce que qui est condamné ici? C'est l'imam ou c'est le prophète? Parce que ça prête à confusion. Le propos, il n'est pas de lui. Il cite un hadith. Donc, il y a un grand problème. Et ce grand problème, en fait, il est double. Nous vivons en France. Ceux qui ne connaissent pas la France, de loin, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne connaissent pas la France. Mais ceux qui vivent de l'intérieur, moi en l'occurrence, ça fait 35 ans.
ou un peu plus. Je vis en France. Je suis imam depuis que je suis arrivé en France. J'exerce, c'est pas un métier, c'est pas un job, mais c'est une fonction, c'est quelque chose que je fais par devoir envers ma religion, par devoir envers ma communauté qui a besoin de moi, qui avait besoin de moi depuis mon arrivée, et je l'ai toujours fait. Donc, je sais de quoi je parle, je connais les difficultés d'un imam et je sais qu'aujourd'hui, ces difficultés-là sont encore plus importantes. Nous vivons quelque chose qui change depuis 2015. Vous vous souvenez, 2015, c'est pas rien, hein? 4500 perquisitions chez des individus, chez des familles musulmanes, dans des mosquées, on a cassé du mobilier, on a piétiné les tapis de prière, c'était presque autant que pendant, d'ailleurs, les lois qui ont été utilisées, c'est celle de 1956 pendant la guerre d'Algérie. C'est cette loi-là qui a été, comment dirais-je, exhumée pour permettre ou pour justifier toutes ces perquisitions qui étaient faites chez les musulmans. On n'a jamais vu ça. Bon, certains ont laissé faire, certains ont réagi, les droits de l'homme ont parlé, certaines personnes ont parlé ou écrit, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Gramsci dit qu'un monde ancien se meurt, un nouveau monde tarde à arriver ou à venir, et entre les deux, dans ce clair-obscur, les démons surgissent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La France d'avant 2015, dans son fonctionnement vis-à-vis de l'islam, dans son comportement vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du culte musulman, vis-à-vis du personnel exerçant dans ce culte musulman, a changé. Elle ne s'est pas encore établie. C'est pour cette raison que j'invite les imams à consulter des avocats pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle loi appelée sur le séparatisme, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Donc, et ça, moi-même, je vais prendre des initiatives pour inviter des avocats à faire des conférences auprès d'une assistance composée d'imams et de prêcheurs, pour que ces imams-là sachent et connaissent ce qu'il y a dans cette loi. Mais sinon, il y a aussi un autre point. La laïcité, vis-à-vis de l'islam, elle a quand même un statut particulier. Je tiens ici dans les mains un mémorandum qui a été envoyé par l'Association des oulémas musulmans à l'administration française en 1950. Mai 1950, voilà. Le titre, il est là, Mémoire sur la séparation du culte et de l'État, présenté à l'Assemblée algérienne par l'Association des oulémas en 1950. Parmi les signataires, vous avez, comment il s'appelle, bien sûr, Tawfiq al-Madani, il y a Sheikh al-Arbi Tbissi, il y a Sheikh al-Uqbi, il y a al-Bashir al-Ibrahimi, il y a Sheikh al-Qasimi, et il y a aussi de Tébessa sous le nom de Malik Siddiq Ben Nabi. Le Malik Ben Nabi, il a signé aussi ce mémorandum. Que demande ce mémorandum? En fait, ce mémorandum, il rappelle que la France, depuis le 9 décembre 1905, elle n'a jamais obligé les autorités qui commandaient à Alger, qui gouvernaient à Alger, à appliquer la laïcité au culte musulman. Jusqu'à quand, à votre avis? Allez, devinez. De 1905 jusqu'à quelle année? Jusqu'en 1947. Je dis bien 47, que les autorités françaises, notamment le Parlement, je vais vous citer, en 1947, le Parlement français a ratifié le statut organique de l'Algérie, loi numéro 47-1853 du 20 septembre 1947. Vous vous rendez compte? De 1905 jusqu'au 20 septembre 1947, qui a donné naissance à l'Assemblée algérienne, du gouvernorat algérien, qui
lui, dans son article 56 et en application de la loi, voilà ce que dit dans l'article 56, ce statut organique de l'Algérie de 20 septembre 1947. Il dit, en application de la loi du 9 décembre 1905, reconnaît formellement l'autonomie du culte musulman. Donc, et après 1950, l'association des oulémas rappelle au gouvernement, à l'Assemblée algérienne, que vous avez oublié d'appliquer la loi qui a été pourtant votée en 1947, mais en fait c'était resté comme ça jusqu'à l'indépendance, voire même jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de véritable séparation. Vous voyez les livres qu'il y a derrière moi là, cette pile-là, pas la première rangée, mais la deuxième et la troisième. Tous les livres qui sont debout et tous les livres qui sont couchés, c'est des livres sur la laïcité. Pourquoi donc? Parce que c'est mon sujet, je travaille sur ce sujet depuis longtemps, je me documente pour en faire une synthèse, je connais bien le sujet. La laïcité vis-à-vis de l'islam, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. En 1905, quand la loi est rentrée en vigueur, l'Algérie était déjà française depuis 1848. Ça faisait combien? Ça faisait déjà 57 ans que l'Algérie était déjà française. Donc il y avait 8 millions de l'époque d'Algériens qui avaient des cartes d'identité français musulmans. Français musulmans. Il y avait 8 millions de personnes qui avaient des cartes d'identité, pour ceux qui l'avaient, ou bien qui avaient droit à une carte d'identité dans laquelle était marqué français musulmans. Mais pour qui la loi sur la laïcité ne s'appliquait pas. Donc il y a aussi ce point-là à revoir, faire évoluer le regard, faire évoluer les relations entre l'État et le culte musulman. Malheureusement, on est encore aujourd'hui dans cette optique il y a 60 ans, d'il y a 120 ans, d'il y a 150 ans, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faudrait, pour que ces malentendus, que ces quiproquos cessent, il faudrait arriver. C'était ce que je souhaitais, ce que je pensais que Macron allait faire. Finalement, c'est un raté total. Quand il a été élu, il disait qu'il va revoir la laïcité et le statut du culte musulman. Finalement, c'était un fiasco total. Donc, c'est une reculade. Au lieu de faire avancer la compréhension et l'application de la laïcité vis-à-vis du culte musulman, bien au contraire, c'est tout le contraire qui s'est produit. Bon, bref, tout cela, ce sont des sujets sur lesquels on aura l'occasion de revenir, mais pour Hassan Iqiyoussen, il ne s'est pas dérobé. C'est-à-dire, il s'est dérobé pour ne pas se laisser exhiber comme un gibier ou comme un trophée de guerre. Il est parti de France, oubliez-le, oubliez-le. Et c'est ce qu'il vous dit donc dans sa page tout à l'heure, oubliez-moi, je ne suis pas là. Voilà, je suis français de cœur, de culture, de formation, en mon âme, puisque je suis né en France, j'ai grandi en France, etc. Il vous a dit ça, vous ne voulez pas de lui, vous lui avez collé tout le mal du monde, vous en avez fait un monstre. Allez, il est parti, oubliez-le, oubliez-le.